Imaginez un homme né dans la poussière des steppes de Mongolie, dont le destin semblait se résumer à la survie brutale entre tribus rivales. Pourtant, en moins de 20 ans, cet homme va bâtir un empire s'étendant de la mer Caspienne à la mer Jaune. Sous ses ordres, les frontières du monde connu explosent. Les empires les plus puissants de l'époque, de la Chine impériale aux cités musulmanes d'Asie centrale, s'effondrent comme des châteaux de cartes. On l'appelle le souverain universel. Gengis Khan. Mais comment ? Comment une armée de bergers nomades, sans technologie supérieure, a-t-elle pu humilier les plus grandes civilisations sédentaires de la Terre ? Était-ce une simple soif de sang ou le génie d'un visionnaire en avance de plusieurs siècles sur son temps ? Aujourd'hui, sur Histoire et mystères incroyables, nous plongeons dans les entrailles de la machine de guerre mongole pour comprendre comment un seul homme a redessiné la carte du monde. Au début du XIIIe siècle, l'expansion mongole est fulgurante. En 20 ans, ils conquièrent le nord de la Chine et anéantissent l'empire de Khwarezm. Leurs successeurs iront encore plus loin, Hongrie, Égypte, Japon. Pour comprendre cette réussite, il faut d'abord regarder qui étaient ces hommes. Le climat de la Mongolie est l'un des plus rudes au monde. Ces bergers nomades étaient forgés par les privations. Ce n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des survivants. Mais attention aux idées reçues. On dit souvent que leur technologie était révolutionnaire. C'est faux. L'arme fatale des Mongols, l'arc composite, était quasiment la même que celle utilisée par les Scythes 2 millénaires auparavant. Leur structure militaire en unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, déjà utilisée par les Xiongnu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, quel est le secret ? Le secret, c'est l'homme à leur tête. Gengis Khan n'est pas qu'un conquérant, c'est un architecte de la volonté humaine. Gengis Khan a brisé une règle millénaire, l'aristocratie du sang. Chez les Mongols, on n'obtient pas un poste de commandement parce qu'on est fils d'eux. On l'obtient parce qu'on est capable. C'est la naissance de la méritocratie. Gengis s'entoure des meilleurs, souvent d'anciens ennemis. Prenons l'exemple de Jebé. Lors d'une bataille, Jebé tue le cheval de Gengis d'une flèche. Capturé, au lieu de supplier pour sa vie, il avoue son geste avec bravoure. Gengis, impressionné, le gracie, est en fait l'un de ses plus grands généraux. Il y a aussi Jelmé, qui veilla Gengis blessé toute une nuit, s'infiltrant même dans le camp ennemi pour voler du lait de jument afin d'étancher la soif de son chef. Ces hommes, surnommés les 4 chiens féroces, vont infliger défaite sur défaite aux empires sédentaires. Gengis Khan a compris une chose essentielle. La loyauté ne s'achète pas. Elle se gagne par le respect et la reconnaissance du talent. Mais le charisme ne suffit pas à tenir une armée de pillards. Gengis Khan instaure une discipline terrifiante. En 1202, avant d'attaquer les Tatars pour venger son père, il donne un ordre clair. Interdiction de piller avant la victoire totale. Celui qui s'arrête pour ramasser un butin sera exécuté. En éliminant le pillage prématuré, il corrige la plus grande faiblesse des armées nomades. La discipline est collective. Écoutez bien ceci. Si un soldat fuit au combat, ses 9 compagnons de son unité, l'Arban, sont exécutés avec lui. Si l'unité entière fuit, c'est la centaine, le Yagun, qui passe au fil de l'épée. Sous Gengis Khan, la peur de l'échec devient plus grande que la peur de la mort. Cette rigueur transforme une horde désordonnée en une machine de guerre coordonnée, capable de manœuvres tactiques d'une précision chirurgicale. Le plus grand défi des Mongols était les villes fortifiées. Comment des cavaliers peuvent-ils prendre des cités aux murs de pierre immenses ? Leur réponse ? L'adaptation. En 1209, face à la capitale des Ixia, ils n'ont aucune machine de siège. Que font-ils ? Ils tentent de détourner le fleuve pour inonder la ville. C'est un demi-échec technique, car ils s'inondent eux-mêmes, mais leur détermination effraie tellement le roi qu'il se rend. Plus tard, en Chine, ils font quelque chose de brillant. Ils enrôlent des milliers d'ingénieurs chinois déserteurs. Ces hommes apportent aux Mongols la technologie qui leur manquait. Les catapultes, les béliers, la polyorcétique. Gengis Khan ne détruisait pas seulement les cultures, il les absorbait. Il utilisait le savoir de ses ennemis pour les vaincre. Enfin, nous arrivons au point le plus sombre de l'épopée mongole, l'usage délibéré de la terreur. Gengis Khan n'était pas un barbare assoiffé de sang sans raison. Ces massacres étaient un calcul froid. Si une ville résistait, elle était rasée.
ont laissé quelques survivants s'échapper pour qu'ils racontent l'horreur aux cités suivantes. Le message était simple: soumission ou mort. Pourquoi une telle cruauté? Parce que les Mongols étaient peu nombreux. Ils ne pouvaient pas laisser des garnisons partout. En rasant les poches de résistance, ils s'assuraient que personne ne les poignarderait dans le dos. C'était une stratégie de survie démographique, certes atroce, mais d'une efficacité redoutable. Des régions entières furent dépeuplées, transformant des centres urbains florissants en pâturages pour leurs chevaux. Gengis Khan est mort en 1227, mais il a laissé derrière lui un monde transformé. Son empire a ouvert des routes commerciales, mélangé les cultures et prouvé que la volonté, la discipline et l'adaptabilité pouvaient renverser les montagnes. Était-il un monstre ou un génie? Probablement les deux. Ce qui est certain, c'est que son ombre plane encore sur l'histoire de l'Eurasie. Si ce voyage au cœur de la puissance mongole vous a fasciné, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire. Pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les grandes figures et les énigmes qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à Histoire et Mystères Incroyables et activez la cloche des notifications. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle immersion dans les secrets de l'histoire.